Yop l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve en ce mardi, et oui exceptionnellement puisque hier lundi j'ai eu un petit problème technique, certains d'entre vous sont au courant, une mise à jour impromptue qui m'a effacé toutes mes créations et enregistrements de la journée, 2 heures de travail mis à la poubelle, autant vous dire que j'avais clairement les boules, mais c'est pas grave, on se retrouve aujourd'hui, une journée plus tard que prévu, bien pour analyser ensemble la 5e étape de Coupe du Monde de la saison 2023-2024 de biathlon. On était ce week-end du côté de Ruhpolding en Allemagne. On va bien sûr revenir sur ce qui s'est passé en Bavière au travers des 4 enseignements du week-end. Le premier est certainement le plus important pour nous Français, c'est le retour au premier plan d'Emilien Jacquelin, mi-mille pour les intimes, aussi captivant que clivant pour le grand public qu'il est, le naturel, l'imprévisible et l'impulsivité incarnée pour beaucoup, capable d'être double champion du monde d'affilée, mais aussi de réussir l'exploit de ne pas se qualifier pour une poursuite. Après un 5 sur 10 au tir, vous l'aurez compris, Emilien Jacquelin ne fera jamais l'unanimité, mais que ça fait du bien de retrouver notre mi-mille national, enfin récompensé de son audace, notamment face au cible. Rendez-vous compte, premier 10 sur 10 sur un sprint depuis Nové Mesto en 2021, il y a presque 3 ans de cela, et au-delà de sa réussite retrouvée derrière la carabine, on a vu un Emilien Jacquelin pouvoir jouer la victoire sur les 2 courses individuelles du week-end, ressortant à l'issue du tir debout sur le sprint, en tête devant Velte Sachat Christiansen, qui paraissait intouchable, et puis sur la poursuite, le lendemain, malgré un début de course difficile à cause de nombreuses fautes sur le coucher, on retrouve un Emilien Jacquelin entreprenant, rapide et efficace sur le tir debout, 10 sur 10 sur le tir qu'on considère comme étant instinctif, et puis jusque dans les derniers mètres, une bataille pour le podium et la victoire. Alors bien sûr, il en a manqué sur les skis, c'est un petit peu le constat qu'on fait depuis le début de la saison pour Emilien Jacquelin, en témoigne cette mass start à Lenzerheide où il essaye de prendre les devants, de dynamiter la course, terminant KO, collé sur la neige au bout de 5 km. Mais Emilien Jacquelin a montré à cette équipe de France qu'on était encore capable de se battre pour une cérémonie des fleurs, pour un podium et pour une victoire, parce que oui, Emilien Jacquelin a joué la victoire. Et cette équipe de France, à commencer par Eric Perrault, se verrait peut-être bien, elle aussi, jouer le podium et la victoire du côté d'Antols Anterselva et Eric Perrault, que j'ai trouvé très intéressant ce week-end. Après un week-end à Oberhof plutôt compliqué, il a bien redressé la barre, 16e du sprint, 9e de la poursuite, avec, on va pas se le cacher, des intentions que je trouve plutôt sympathiques, avec beaucoup d'agressivité. Il prend ses responsabilités sur la piste, il n'hésite pas à engager ses tirs, on le sent très lucide lors de ses interventions face caméra, il sait expliquer ses choix, il sait aussi pourquoi il a fait des erreurs, et c'est vrai que du côté d'Antols Anterselva, sur un site qui a toujours réussi aux Français, en témoignent les mondiaux en 2020, on sait que c'est en altitude qu'on aime ce genre de site, puisqu'on se prépare pratiquement toute notre avant-saison dans ce genre de conditions. On se verrait bien, à commencer par Eric Perrault, réaliser de bons résultats, notamment sur une mass start, une course en confrontation, où on est généralement beaucoup plus à l'aise, et ça sera peut-être aussi l'envie d'un Quentin Fillon-Maillet bien en délicatesse, qui, on le rappelle, a vécu sur les skis un calvaire, sur les relais, et puis aussi sur les sprints, qui s'est reposé sur la poursuite en espérant qu'il soit d'attaque du côté d'Antols Anterselva pour aller chercher lui aussi de gros résultats et reprendre un peu confiance. C'est à coup sûr la chose la plus inattendue de ce week-end de Ruhpolding. Ingrid Lenmark Tendrevold, la Norvégienne, qui reprend les commandes du classement général de la Coupe du Monde, la grande amie de Julia Simon, qui est venue subtiliser le dossard jaune des épaules de Justine Breza-Bouchet, qui semblait pour le coup intouchable depuis Lenzerheide fin décembre. Enfin, subtilisée, elle reprend simplement son bien, la Norvégienne qui a fait partie des premières leaders du classement général de la Coupe du Monde en cette saison 2023-2024. Alors comment cela est possible, puisque sur le papier, ce dossard jaune était quand même bien accroché sur les épaules de Justine Breza. Oui, mais voilà, le week-end d'Ingrid Lenmark Tendrevold a été quasi parfait, 10 sur 10 sur le sprint et une victoire, et puis sur la poursuite, 19 sur 20 face aux cibles, et puis une 2e place simplement battue dans les derniers hectomètres par une Lisa Vitozzi des grands jours, alors que dans le même temps, notre Justine Breza nationale a vécu son premier week-end vraiment compliqué depuis le départ de son état de grâce. On le rappelle, elle sortait d'une série de 5 podiums et 4 victoires. Justine Breza, sur ce week-end de Ruhpolding, ça a été beaucoup plus compliqué, notamment derrière la carabine, 8 sur 10 sur le sprint, une 12e place presque irréelle, et puis sur la poursuite, elle en lâche 5,
15 sur 20 et une 7e place à l'arrivée, plutôt bien payée puisqu'on le sait, sur ce site de RuPolding, c'est un pas de tir plutôt facile et puis surtout une piste qui ne fait pas beaucoup d'écart puisqu'il y a pas mal de jeux d'aspiration. Autant vous dire que Justine Breza, dans son malheur, eh bien s'en sort plutôt bien, même si elle concède plus de 100 points sur un seul week-end à Ingrid Lenmark-Tendrevol, ce qui forcément ne sera pas à reproduire sur les prochains week-ends, d'autant plus eh bien, qu'une troisième fille est en train de pointer le bout de son nez. Lisa Vitozzi, qui est allée chercher la 2e victoire de sa saison lors de la poursuite de RuPolding, battant dans les derniers hectomètres une Ingrid Lenmark-Tendrevol qui pourtant est une meilleure finisseuse qu'elle sur le papier. Lisa Vitozzi qui revient donc à 60 points d'Ingrid Lenmark-Tendrevol, ce qui signifie qu'on a désormais 3 filles dans un mouchoir de poche. Et il sera bien sûr intéressant de savoir comment les choses vont évoluer du côté d'Antols Anterselva. On rappelle, dernière étape de Coupe du Monde avant les mondiaux de Nové Mesto en République tchèque, avec 2 formats de course en Italie radicalement différents, une individuelle et une mass start, 2 courses à 4 tirs. Le premier format correspond bien sûr beaucoup plus à Lisa Vitozzi, et puis le deuxième, la mass start, course en confrontation, qui correspond bien sûr à Justine Breza-Boucher, qui, on le rappelle, avait remporté la première course des Rennes de la saison. C'était en Suisse, du côté de Lenzo Ride. Alors si Justine Breza-Boucher et Julia Simon ont vécu un week-end compliqué du côté de RuPolding, Lou Jean Monod, elle, est revenue au premier plan. Souvenez-vous, elle avait remporté ses 2 premières victoires en carrière en tout début de saison sur l'étape d'ouverture d'Östersund en Suède avec un doublé, sprint poursuite retentissant qu'elle avait eu du mal à confirmer après avoir contracté le Covid-19 en Autriche sur l'étape d'Orfilsen, où j'étais d'ailleurs présent sur place. Un véritable chemin de croix en Suisse à Lenzo Ride pour la première course des Rennes de la saison, et puis un petit peu mieux lors de la première étape de 2024 à Oberhof. Mais là, notre Lou Jean Monod national est vraiment revenu au premier plan. D'abord, très précise face aux cibles, 93% de réussite sur le pas de tir, et puis la forme était là, 2 top 10 sur les temps de ski, sur les 2 courses individuelles, et tout ça cumulé, ça fait 2 4e places, 2 médailles en chocolat, tout comme l'ami Émilien Jacquelin. Alors bien sûr, on le sait, Lou Jean Monod, depuis ses 2 premières victoires en Coupe du Monde, elle ne veut plus se contenter d'accessite, et pour sûr, elle voudra, du côté d'Antols Anterselva, dernière Coupe du Monde avant les mondiaux à Nové Mesto en République tchèque, eh bien monter sur la boîte et même pourquoi pas gagner. Et tiens, il y aura matière à faire. D'abord l'individuel, on sait que c'est une tireuse, et puis la mass start, 2e course des Rennes de la saison, course en confrontation, format 4 tirs, qu'elle affectionne, et pourquoi pas on retrouvait à nouveau Lou Jean Monod sur le podium, et pourquoi pas sur la première marche. Au-delà du retour au premier plan de Lou Jean Monod, il y a surtout eu la confirmation Jeanne Richard. Jeanne Richard qui a fait ses débuts en Coupe du Monde, on le sait, du côté d'Oberhof, avec quand même 2 top 10 sur les courses individuelles. Et là, c'était l'heure de la confirmation, ce qui n'est jamais simple. Et pour le coup, elle s'en est très bien sortie, Jeanne Richard, puisque oui, elle a fait 2 fois 20e sur le sprint et la poursuite. Alors certains diront que c'est beaucoup moins bien que ses 8e et ses 9e places lors du week-end précédent d'Oberhof, effectivement, mais encore une fois, c'est toujours compliqué de confirmer ces résultats jugés exceptionnels pour une rookie, surtout que dans le même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle est allée chercher son premier podium et surtout sa première victoire en relais, alors que c'était sa première participation collective dans un tel format. Autant vous dire que c'est compliqué de tout digérer, mais Jeanne Richard, elle a fait le travail. À la rigueur, si on veut être un petit peu tatillon, on pourrait peut-être parler du pourcentage de réussite sur le pas de tir. Elle était de 93% à Oberhof, seulement de 86% du côté de RuPolding, et forcément il faudra pour Jeanne Richard, si elle veut réaliser un gros dernier week-end avant les mondiaux, corriger le tir sans mauvais jeu de mots, surtout qu'on aura une individuelle où il faudra tirer lentement mais avec précision, et on sait que ça fait partie de ses forces, et si bien sûr résultat il y a, elle pourrait accéder à sa première course des Rennes en carrière, et pourquoi pas créer la surprise. Johannes Stignesbø retrouve le podium à RuPolding, et c'est certainement l'une des informations importantes de ce dernier week-end allemand de la saison 2023-2024 de biathlon, lui qu'on avait laissé un petit peu en dedans du côté d'Oberhof, lieu où il avait écrasé la concurrence au championnat du monde il y a un peu moins d'1 an. Johannes Stignesbø s'était contenté d'accessite, et ça avait très mal commencé sur ce week-end de RuPolding avec
une 9e place sur le sprint. Johannes Tignesbø en délicatesse sur ce 10 km individuel qui pourtant avait été sa force tout au long de son début de carrière. Mais Johannes Tignesbø, un petit peu malade ces derniers jours, eh bien, a resserré la vis, notamment face aux cibles. Oui, Johannes Tignesbø est devenu régulier sur ce secteur-là, en tout cas sur ce week-end de Ruhpolding, avec d'abord un 9 sur 10 sur le sprint, et puis derrière un bon 18 sur 20 sur la poursuite qui lui permet d'accéder à un très bon 90% de réussite face aux cibles, et ça va compenser son manque sur les skis, puisque oui, il était loin des meilleurs temps de ski, notamment ceux de Martin Ponsiluoma, le Suédois qui, à défaut de bien tirer, est très clairement le plus rapide, et Johannes Tignesbø va aller s'offrir un bol d'air, et oui, une 3e place qui va certainement lui faire beaucoup de bien avant d'arriver à Rotholzanterselva, on le rappelle, qui est une station en altitude et qui n'est pas forcément propice lorsqu'on est malade. Johannes Tignesbø retrouve le podium. En revanche, eh bien, il y en a d'autres qui sont en train de se rapprocher. Son frère Tarjei, qui a repris des points sur le podium, sur le sprint, qui a limité la casse sur la poursuite. Et puis, Johannes Dalet, le bien nommé, qui est allé chercher une première victoire en Coupe du Monde cette saison. Et ces 3 garçons, Tarjei, Johannes et Dalet, se retrouvent en 82 points, autant dire un mouchoir de poche, ça n'a jamais été aussi serré, et on a envie de dire, on en redemande, et oui, qui aurait pu penser en début de saison que Johannes Tignesbø allait être autant contesté? Oui, certes, j'étais le premier à dire qu'il n'allait pas autant dominer la saison que l'an dernier, mais enfin quand même, entre ne pas dominer et être autant poussé dans ses retranchements, il y avait peut-être un juste milieu, et ce qui est sûr, c'est qu'on attend avec impatience la suite du côté d'Rotholzanterselva. On le rappelle, dernier week-end de Coupe du Monde avant les mondiaux tant attendus en République tchèque dans le chaudron de Nové Mesto. Alors effectivement, d'habitude, quand coup de gueule il y a, je vous en parle dès le début de la vidéo, mais là j'ai décidé d'innover et de vous en faire part à la toute fin, histoire que ça ne gâche pas le plaisir que l'on a chaque semaine de se retrouver pour parler de biathlon. Mais à nouveau, je suis obligé de passer un coup de gueule aujourd'hui, c'est déjà le 3e depuis le début de la saison 2023-2024. Le premier, souvenez-vous-en, c'était en décembre dernier par rapport aux articles pleins de sous-entendus extrêmement limites de l'équipe et de son magazine par rapport à l'affaire Julia Simon, Justine Breza-Boucher. Le deuxième, c'était la semaine dernière, après le week-end d'Oberhof, où je me posais la question de savoir si oui ou non le cahier des charges environnementales de l'IBU pouvait finalement être tenu avec cette étape de Coupe du Monde à Oberhof qui était de plus en plus difficile à maintenir. Et aujourd'hui, je passe un 3e coup de gueule, que j'espère d'ailleurs être le dernier de cette saison 2023-2024, qui va tout droit vers les fans de biathlon, ou tout du moins les pseudo-fans de biathlon. Je ne sais pas si vous avez passé un petit peu de temps sur les réseaux sociaux le week-end dernier, j'imagine que oui, puisque tout le monde plus ou moins le fait. Et peut-être vous êtes-vous arrêté sur les réseaux sociaux de Quentin Fillon-Maillet, qui via Insta Story a posté quelques-uns des commentaires qu'il avait pu recevoir après ses prestations effectivement moyennes, on va pas se le cacher, sur les relais et sur les sprints. Encore une fois, je le dis et je le répète, rien ne nous donne le droit d'insulter les athlètes. Bien sûr, on peut être déçu de la saison de Quentin Fillon-Maillet qui est très loin de nos espérances et surtout très loin des siennes. C'est lui le premier déçu, c'est lui qui aurait voulu se battre pour les podiums, se battre pour les victoires, pourquoi pas aller jouer le classement général de la Coupe du Monde comme il avait pu le faire pendant des années en se plaçant plusieurs fois 3e du général et en allant chercher son Saint Graal en 2022. Mais encore une fois, rien ne nous donne le droit de manquer de respect à ces athlètes. C'est trop facile via les réseaux sociaux, caché derrière son clavier, d'écrire des insanités, oui, alors qu'on est protégé, pas de visage, pas de nom. Encore une fois, c'est trop simple et c'est, je trouve, extrêmement lamentable. On se retrouve chaque semaine pour parler de biathlon, je vous dis ce que je pense avec mes mots à moi, tout en gardant du respect pour les athlètes parce que j'ai beaucoup de considération pour eux et j'aimerais que nous, les fans de biathlon, les fans de sport de manière générale, on en fasse de même parce que putain, c'est pas possible, ça gâche la fête en fait, tous ces messages de haine. Les sportifs, avant d'être des athlètes de haut niveau, c'est des humains, ils ont des émotions, et je pense que c'est quand même manquer de respect de manière assez prononcée que d'aller les attaquer sur, bien sûr, leur performance, mais aussi parfois les choses de la vie privée. Ça avait été le cas pour Chloé Chevalier, c'est aussi le cas pour Quentin Fillon-Maillet aujourd'hui, et c'est des choses qui sont inacceptables, inadmissibles, et qu'on doit vraiment bannir, et j'espère que ces personnes-là qui s'amusent
à insulter et à véhiculer la méchanceté gratuite sur les réseaux sociaux aux athlètes vont être signalés parce que ça gâche très clairement la fête. Voilà, j'avais vraiment envie de passer ce coup de gueule. J'espère que j'ai pas été un petit peu trop plombant avec ça, mais vraiment je voulais le passer, ça me tenait à cœur parce que les athlètes représentent le sport. Sans les athlètes, il n'y aurait pas de sport et c'est important qu'on leur donne du respect et qu'on leur apporte de la considération parce que je pense qu'ils apportent du respect et de la considération aux personnes qui les suivent et surtout qui les supportent. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide bien sûr la chaîne au référencement et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.